sachant que là ça devient de plus en plus intense ce qui se passe dans l'histoire. Adieu. Kiran n'avait pas dormi depuis près de 2 jours. Les 6 heures en apesanteur s'étaient transformées en 10, qui elles-mêmes se transformèrent en 20. L'équipe renonça ensuite à toute estimation. Si les réacteurs n'étaient pas réparés rapidement, l'ensemble des plantations commencerait à dépérir. Et sans végétaux, cela ne servirait plus à rien de réparer les réacteurs, puisqu'il n'y aurait plus aucun moyen de renouveler l'oxygène du vaisseau. L'Empiré deviendrait un tombeau de métal. Dévoré par une énergie électrique, Kiran se détacha pour rejoindre Sarek Hassan, posté devant les écrans. Sarek supportait un peu mieux la présence du jeune homme que les autres garçons. C'était l'un des rares musulmans à bord, et sa réserve naturelle l'avait toujours poussé à préférer la compagnie de sa famille à celle des enfants de son âge. À force de courir avec son père dans les immenses champs, il était sec et très puissant et impénétrable. Il avait de petits yeux enfoncés dans un visage cuivré et, merci beaucoup, bien que paraissant toujours conscient de ce qui se passait autour de lui, il restait à l'écart, observait. Il partageait cette caractéristique avec Waverly, merci, ce qui incitait Kiran à lui accorder sa confiance. Sarek le salua d'un bref hochement de tête. Ne t'inquiète pas, lui dit Kiran en flottant, en flottant au-dessus de lui. Je ne vais pas te vomir dessus. Tu n'as pas intérêt. Alors que Kiran s'était toujours figuré que la pesanteur était amusante, il éprouvait surtout un mélange de désorientation et de frustration. Tout le monde avait l'estomac retourné, la figure et les mains enflées, sans parler des migraines. Au moindre mouvement, Kiran risquait d'effectuer un tour sur lui-même et il devait s'agripper à n'importe quoi pour pouvoir se servir de ses mains. Des nouvelles des navettes, demanda-t-il, même s'il connaissait la réponse. Tu crois vraiment que je ne t'aurais rien dit si c'était le cas? Tu as vérifié toutes les fréquences? Sarek leva les yeux au ciel. Tu es sourd? Aucun signe de vie? Personne? Kiran frissonna, d'épuisement surtout, mais aussi de colère. Pourquoi fallait-il que Sarek s'adresse à lui sur ce ton? Je t'ai posé une question, reprit le jeune homme d'une voix excédée. As-tu vérifié toutes les fréquences au cours de la dernière heure? Sarek le fixa comme s'il était débile. Si la navette P-42 cherche à nous contacter, il vaudrait mieux qu'on soit en ligne, non? Ces passagers pourraient être blessés, morts, perdus dans l'espace, ou que sais-je encore. Kiran était si exténué qu'il avait l'impression que sa langue s'engourdissait. Il se força pourtant à articuler chacun des mots. Toutes les heures, tu dois passer en revue l'ensemble des fréquences et l'ensemble des moyens de communication. Texte, messagerie vocale et vidéo. Et quand je te demande si tu l'as fait, je veux que tu répondes. Alors que Kiran s'attendait à ce que le garçon termine sa phrase, celui-ci se contenta de le dévisager
mâchoire obstinément serrée. Je veux que tu répondes oui, parce que tu auras rempli ta mission. Tu comprends où je veux en venir? Parce que, autrement, je nommerai quelqu'un d'autre à ce poste, sans lui marquer d'aucune façon son assentiment. Sarek martela une touche pour faire défiler la totalité des fréquences, la position de son corps, l'expression de son visage, ses yeux rivés sur l'écran. Tout trahissait un ennui infini. Lorsqu'il eut terminé, Kiran observa. Exactement. Et tu recommences toutes les heures. Sarek, nous ne connaissons ni l'identité des passagers de la navette, ni sa destination. À présent que la colère refluait, Kiran n'éprouvait plus que lassitude. Peut-être que tes parents... Non, ils sont tous partis. Tout le monde est parti. Nous n'en savons. C'est toi qui ne sais rien, cracha l'adolescent, avant de tourner le dos à Kiran. Tout le monde partageait la confusion de Sarek, Kiran le premier. Et ça ne changerait... Merci. Ça ne changerait que si les navettes s'arrimaient au navire, que les parents et sœurs disparus rejoignaient l'Empyrée et que la vie reprenait son cours normal. Sauf que c'était impossible. Leur existence paisible avait été détruite à jamais par ceux qui se prétendaient leurs alliés. L'idée que Waverly se trouvait à leur merci lui était tout bonnement insupportable. S'ils osaient lui faire du mal, il repoussa cette pensée et décida de se rallonger. Il réussirait peut-être enfin à fermer l'œil et à chasser ses idées noires. Après avoir détaché son harnais et s'être élevé jusqu'au plafond, il se guida au moyen des gaines électriques. Elle se révélait si pratique qu'il en vint à se demander si les ingénieurs les avaient conçus dans ce but. Une fois qu'il eut rejoint le dortoir, il fixa son harnais à un lit, se glissa dans le sac de couchage et ferma les paupières. Des rêves défilèrent devant ses yeux et il aurait aimé s'y abandonner. Cependant, une conversation retint son attention dans le silence général. L'un de nous devra ouvrir les portes depuis la salle de contrôle, dit quelqu'un. On peut le faire avant de partir. Non, il faut que quelqu'un reste. Je veux vous accompagner, les gars. Merci. Tu es le seul dont les parents ne sont pas en bas. Je ne sais pas où se trouve mon père. Kiran, qui aurait donné n'importe quoi pour dormir, avait deviné ce qui se tramait. Il se reprocha aussitôt de ne pas l'avoir anticipé. À geste las, il se détacha, s'élança vers le plafond. Merci. Et suivit les conduits. Merci beaucoup, Tim Tim, c'est trop gentil. Et s'élança. Merci. Et s'élança vers le plafond et suivit les conduits jusqu'à ce qu'il soit au-dessus des 4 garçons. Ça y est, j'ai enfin fini ma phrase. Je vais pouvoir mettre ton cadeau, Tim Tim. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour la rose. Vous ne pouvez pas descendre, leur dit-il. Tobin Hams le foudroya du regard. On ne t'a pas demandé ton avis. Je
obligé de condamner la porte du 3e niveau. Exact. Du coup, on aura perdu un second niveau. Kiran se frotta les tempes, le temps de peser le pour et le contre. On sera privé de toutes les plantes exotiques et tropicales, reprit-il, sans parler de la jungle. Autrement dit, les poumons du vaisseau. On manquerait d'oxygène avant d'avoir atteint la nouvelle Terre. Ma mère est en bas, protesta Ostenhand, et il refuse de prendre les communications. Je ne peux pas la laisser. Il ne réussit pas à achever sa phrase et enfouit son visage dans ses mains. On n'ouvrira les portes qu'une seconde, le pressa Tobin. Et il n'en faudrait pas plus pour tous nous tuer. Peut-être pas immédiatement, mais dans de lentes souffrances, sans oublier les conséquences pour notre fertilité. Dans ce cas, la mission sera terminée. Il n'y a plus de filles de toute façon, nota Osten d'un air maussade. Elles vont revenir, rétorqua sèchement Kiran. Comment va-t-on les faire sortir, s'écria Tobin. Une grimace d'inquiétude déforma sa figure constellée de taches de rousseur. Kiran n'avait pas de réponse. Les garçons ouvraient progressivement les yeux. Les adultes ne reviendraient pas. Personne n'avait pris le temps de le leur annoncer. Merci beaucoup. Et pourtant, ils méritaient qu'on le fasse. Attendez-moi là, leur dit-il. Il gagna la salle de contrôle, où Seth Hardval échangeait des messes basses avec Sarek, qui se composa un masque impassible à l'arrivée de Kiran. Les ignorant tous deux, celui-ci s'installa derrière le poste du capitaine et composa le code de la salle des machines. Il mit un certain temps à établir la communication et sentit les regards de Seth et Sarek qui lui friaient la nuque. L'image à l'écran se brouilla avant que Victoria Hand, la mère d'Austen, n'apparaisse. Elle était méconnaissable. Son visage avait enflé et les vaisseaux sous sa peau avaient éclaté, formant des bleus effrayants. Kiran, je n'ai pas beaucoup de temps. Madame Hand, les enfants doivent parler à leurs parents. Nous n'avons pas le temps. Nous aimerions le faire, crois-moi. Victoria, reprit-il plus fermement, réunissez tous les parents. Autrement, les garçons vont essayer de descendre pour vous rejoindre et je ne suis pas sûre de pouvoir les retenir. Victoria se décomposa. Ses yeux s'embuèrent de larmes lorsqu'elle murmura « On ne veut pas qu'ils nous voient dans cet état. » Ils sont conscients de la situation, Victoria. Merci. Ils l'ont compris tout seuls. Ils doivent vous voir pour que vous leur expliquiez. Mais je dois aussi vous dire, Victoria, les pertes sont considérables sur la piste de bâbord. Je sais, souffla-t-elle, la gorge nouée. Que fait-on? Chuchota Kiran. L'espace d'une seconde, elle conserva le silence. Tu devras rassembler les corps dans le sas et les disperser dans l'espace, tous en même temps. Submergée par l'horreur, Kiran réussit toutefois à répondre. D'accord. Tu en es capable, Kiran, lui demanda-t-elle avec douceur. Je suis vraiment désolée que ça te tombe dessus. Il hocha la tête. Cette tâche le révulsait, moins cependant qu'une autre. J'ai pu établir une liste des personnes qui n'ont pas survécu. Kiran dut fermer les paupières pour continuer. Leurs enfants ne sont pas encore au courant, et je ne sais pas comment. Sa voix se brisa. Merci. L'empêchant de continuer. Merci. Vous êtes infirmière, non? Comment annoncer à quelqu'un? Les yeux brillants de larmes, elle répondit. Merci. Je vais m'en charger. Kiran
122 garçons dans le couloir menant à la salle de contrôle. Merci. Tobin Hams et Austin Hand attendirent leur tour en silence avec les autres. D'un commun accord, il fut décidé que chacun resterait seul. À tour de rôle, les garçons pénétrèrent dans la salle de contrôle pour parler à leurs parents. Parfois, Kieran les entendait sangloter à travers les murs. Merci. Mais pour l'essentiel, ce fut une procession silencieuse. Arthur fut l'un des premiers à ressortir. Il s'agrippa à l'une des conduites, dans un angle du plafond, et attendit, suspendu là, l'air renfrogné, éperdu. Kieran savait que ses parents étaient portés disparus, et il n'avait donc pas abri de nouvelles tragiques. Il lui tapa sur l'épaule et lui fit signe de le suivre à l'autre bout du couloir. « J'ai besoin de ton aide. » Pourquoi ? Rétorqua Arthur, toujours accroché au tuyau. Tu as vu des images de la piste, murmura-t-il. Oui. Tu pourrais m'aider à la dégager. Le garçon blêmit. Je ne vois pas à qui d'autre demander. Je ne peux pas y aller seul. Je sais que c'est très dur. Arthur le coupa. Entendu. Le trajet en ascenseur fut sinistre. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le couloir silencieux qui conduisait à la piste, Kieran fut paralysé par la terreur. Il ne pouvait pas quitter la cabine. Ils ne vont pas être en apesanteur si, murmura Arthur, qui n'avait pas davantage bougé. Kieran ne réussit pas à desserrer les lèvres. Ils finirent par quitter leur refuge. Merci beaucoup, Lorima, c'est adorable. Merci pour la rose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Ils finirent par quitter leur refuge et pénétrer sur l'aire de lancement. Au premier abord, merci, rien ne semblait, merci beaucoup, rien ne semblait avoir changé. Et dans un instant de délire, Kieran s'imagina que les cadavres avaient disparu, qu'il n'aurait pas à s'en occuper. Il s'illusionnait. La piste s'était transformée en crypte. Ils étaient partout, si immobiles qu'il ne les avait pas remarqués, à moins qu'il n'ait pas voulu les voir, que son esprit les ait rejetés, effacés. Kieran se força à regarder la réalité en face. Il gisait là, à l'endroit précis où il s'était écroulé. Il l'attendait. Des dizaines de corps jonchaient le tarmac, ou flottaient juste au-dessus, cernés d'une mare de sang noirci et séché. Les yeux vitreux, les membres tordus, ils étaient si nombreux. Il reconnut Madame Henry, Monsieur Obadiah, le lieutenant Patterson, Harve Mombasa. Ils n'avaient pas disparu et se décomposaient lentement. Kieran ravala un haut le cœur. Son corps tremblait. Il avait l'impression que son sang refluait, le vidant de toutes ses forces. Il serra les poings en dépassant les cadavres pour gagner le sas. Arthur, qui flottait à côté de lui, examinait les formes inertes, l'air sombre et les vides. « Comment va-t-on
délicieux et de s'appesantir sur leur odeur. Lorsqu'il avait terminé avec un corps, il rejoignait le suivant, puis un autre, grommelant dans sa barbe. Il se déplaçait avec maladresse et devait, à son horreur, se retenir au corps pour ne pas être entraîné loin d'eux. Malgré tout, sans l'impesanteur, ils n'auraient jamais pu s'acquitter de cette tâche à eux seuls. Pendant qu'ils soulevaient des membres inertes et fermaient des paupières, il convoqua l'image de Waverly dans son esprit, se remémora le jour où il avait trouvé le courage de lui prendre la main. C'était au cours du bal de la moisson. Il y avait de la bière, des légumes grillés avec des châtaignes et des olives. Des adultes se souvenaient des pas de danse qu'ils avaient appris dans leur enfance sur Terre. Pendant ce temps-là, installés à l'une des tables, Waverly terminait une part du gâteau aux fraises qu'elle avait confectionné pour l'occasion. S'asseyant juste à côté d'elle, Kieran avait désigné un couple sur la piste. Waverly s'était esclaffée lorsque sa mère, qui tournoyait avec Kelly Kassan en gloussant, avait trébuché. Et Kieran en avait profité pour lui prendre la main. Elle s'était tournée vers lui, étonnée, avant de lui sourire. Quand le dernier membre de l'équipage eut rejoint le sas, Kieran eut le sentiment d'avoir perdu toute son humanité, comme si la qualité qui faisait de lui une personne avait disparu, le transformant en créature incapable de raisonner ou de ressentir quoi que ce soit. Visiblement exténué, Arthur actionna les commandes pour désactiver le système qui pompait l'air dans le sas. Il avait besoin de cet air pour expulser les cadavres hors du vaisseau. Une fois que tout fut prêt, Arthur plaça son pouce au-dessus du bouton rouge. Kieran lui posa une main sur l'épaule. Merci. On devrait dire quelque chose, non? Murmura-t-il. Une prière, par exemple. Les deux garçons échangèrent un regard interdit. Kieran était à court d'idées. Ce fut Arthur qui rompit le silence, entonnant un chant de sa voix de ténor qui résonna dans le vaste espace. Merci. Au bout de quelques mesures, Kieran l'accompagna. Il connaissait la mélodie et les paroles. Merci. En les prononçant, il se rendit compte de leur beauté. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci Léna pour le cadeau. Merci pour la rose de cristal. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. À la fin de la chanson, Arthur enfonça le bouton, ouvrant les portes extérieures du sas. Une explosion retentit. Kieran regarda par le hublot pour s'assurer qu'ils avaient tous été emportés. Le sas était vide. Kieran et Arthur, ne décrochèrent pas un mot dans l'ascenseur qui les ramenait à la salle de contrôle. Lorsque les portes s'ouvrirent, Arthur s'échappa aussitôt dans le couloir, accablé par le poids de la tâche qu'il venait d'accomplir. Éprouvant un besoin irrépressible de réconfort, Kieran rejoignit le bureau du capitaine Jones. Il était en quête d'inspiration pour trouver la force de continuer, et il ne voyait pas où la chercher ailleurs. Se sentant d'abord comme un intrus, la culpabilité l'étreignit. La pièce lui semblait exiguë et sombre sans le capitaine. Kieran agrippa les
sauf qu'il n'y avait personne pour le rassurer et qu'il ne parvenait pas à s'en convaincre lui-même. Merci beaucoup. Des cris étouffés lui parvenaient du dortoir. Les garçons étaient au supplice. Que pouvaient-ils pour eux? Ils étaient perdus, endeuillés. Ils s'effondraient. Ils ne survivraient jamais à cette épreuve. Ils commettraient une erreur grossière, comme oublier de nettoyer les filtres à air ou de vérifier le système de purification de l'eau. Et tout serait terminé. Les garçons avaient besoin d'un leader. Kiran composa le code personnel du capitaine Jones, puis fit défiler les entrées de son journal de bord. Il fouilla sa mémoire à la recherche de circonstances comparables. Merci. D'une occasion où l'équipage aurait été confronté à des pertes aussi terribles. Seul un incident était comparable. Le dysfonctionnement du SAS qui avait envoyé 3 personnes dans l'espace, notamment la mère de Seth et le père de Waverly. Kiran retrouva le discours que le capitaine avait délivré alors. Il n'était pas adapté au drame qu'il traversait. Le journal n'était d'aucune aide. Un dossier retint l'attention de Kiran. Il était intitulé Sermon. Merci. Il contenait peut-être une solution. Merci. Parcourant les titres des fichiers, Kiran tomba sur Quand tout espoir est perdu. Il l'ouvrit et se mit à lire. C'était une courte allocution, mais très belle, dont la lecture lui apporta du réconfort. Elle aurait sans doute le même effet sur les autres. Kiran transféra le fichier sur une tablette, merci, qu'il accrocha à sa ceinture, avant de ressortir dans le couloir vide. À présent, merci. Les derniers garçons avaient parlé à leurs parents ou appris leur sort. C'était terminé. Le porte-voix était fixé à côté de la porte du dortoir. Kiran s'en empara. Ne sachant comment obtenir l'attention des garçons sans les convoquer, merci, ce qui lui paraissait maladroit, il entama tout bonnement la lecture du sermon. Nous sommes parfois, au cours de nos vies, confrontés au drame de l'absence. Toute perte est lestée du poids du néant, et nous n'avons d'autre choix que de le supporter. Comment faire autrement? Par les hublots, nous contemplons l'infinité de la création, les points lumineux des étoiles qui nous semblent éternels. Merci. Et nous nous sentons si petits et si seuls, si insignifiants. Quelle existence pourrait compter dans un tel univers? Des ricanements s'élevèrent dans un coin de la pièce, à l'endroit où Seth et ses amis étaient réunis. Merci. Kiran les ignora. Certains avaient levé les yeux pleins de larmes vers lui. Notre existence a de l'importance. Notre foi se fonde sur cette conviction. Merci. Nous ne sommes pas aussi vastes, brillants ou éternels que les étoiles, mais nous apportons le message de l'humanité, un message d'amour à l'autre bout de la galaxie. Nous sommes les premiers, nous sommes les pionniers d'un monde. Nous nous nourrissons d'espoir. Tel le roseau malmené par le vent, nous nous dresserons vers les rayons d'un nouveau soleil. Kiran marqua un temps d'arrêt avant le dernier paragraphe et redressa la tête. Tous les regards étaient braqués sur lui. La plupart continuaient à verser des larmes qui flottaient tels des flocons de neige. Pourtant, le silence était revenu. Même Seth assistait sans un bruit
voyage est long, la mission difficile, pour certains impossible. Cependant, nous tiendrons bon. Viendra un temps où les enfants, réunis autour d'un feu de camp, lèveront les yeux vers les étoiles que nous ne connaissons pas. Merci. Ils se souviendront de nos sacrifices et chanteront nos noms. Personne ne prononça un mot, mais l'atmosphère était moins étouffante. Kiran fixa le porte-voix au crochet près de la porte. Avant de rejoindre son lit, il se glissa dans le sac de couchage et, la tablette pressée contre la poitrine, ferma enfin les yeux. Son esprit continuait à s'activer, cependant faisant défiler les cadavres, le sang, la souffrance gravée sur leurs traits. À présent, les adultes restants mouraient à petit feu dans la salle des machines. Devrait-il recommencer la même opération? Il y avait forcément un moyen de les évacuer. Il ne pouvait pas les laisser tomber. Il ne le ferait pas. Il était incapable de dormir maintenant. Merci. Il avait encore trop à accomplir. Il se leva. La gravité était revenue et il se dirigea vers la salle des machines. Plus il avançait, plus le dortoir lui semblait long. Tous les garçons autour de lui avaient la figure de cet Hardval. Merci. Et le fixaient de ce regard bleu accusateur. Il était en train de rêver. Il n'avait pas quitté son lit. Il voulut se lever, mais ses membres étaient paralysés. Il devait dormir. Merci. Son corps ne lui répondait plus. Il dormirait quelques heures. Les mots du sermon, ils chanteront nos noms, tournaient dans son esprit, apaisant. Avant de s'abandonner au sommeil, il aurait aimé pouvoir remercier la personne qui les avait écrits. Quel était son nom? Ah oui, Anne Maté. Et c'est ainsi que se termine la lecture de ce chapitre. J'espère que ça vous aura